Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Quelle issue pour les contestations populaires en Algérie? La présentation du nouveau gouvernement et la libération provisoire des détenus d'opinion n'auront pas suffi à empêcher la tenue du 46e vendredi de mobilisation dans le pays. Recul des investissements directs étrangers au Maroc. Ce flux s'est chiffré à 1,6 milliard d'euros fin novembre 2019. Ce qui représente une baisse de 46,1% par rapport à la même période un an plus tôt. Les raisons de cette diminution dans cette édition. Et le marché financier unifié d'Afrique centrale reçoit l'appui de la Banque africaine de développement pour son lancement. Une enveloppe de plus de 640 millions de francs CFA sera mise à disposition pour assurer le démarrage de ce projet. Mais tout d'abord, au Sénégal, c'était l'une des annonces majeures énoncées par le chef de l'État lors de son discours de vœux à la nation. Le président Macky Sall a procédé ce samedi 4 janvier au lancement de la journée nationale du Cleaning Day pour un Sénégal zéro déchet. Ce programme sera accompagné d'une brigade spéciale de lutte contre les encombrements sur la voie publique. Notons que la gestion des déchets s'apparente à un véritable défi au Sénégal. La seule ville de Dakar voit chaque année près de 100 000 tonnes de déchets déversés sur la voie publique. Quelle réponse pour une sortie de crise politique en Algérie? C'est probablement la question que tente de résoudre le nouveau président Abdelmajid Tebboune depuis son arrivée au pouvoir. À peine nommé, le nouveau gouvernement est contesté et la libération des sympathisants du mouvement Irak détenus depuis plusieurs mois n'aura pas empêché la tenue de la manifestation de ce vendredi 3 janvier. Alors à quoi faut-il s'attendre pour l'avenir? Élément de réponse avec Aïssatou Bari. 46e vendredi de manifestation en Algérie. La formation du gouvernement par le président Abdelmajid Tebboune et la libération de plusieurs contestataires n'ont pas arrêté la détermination des manifestants. De l'avis de certains analystes, cette mesure constitue un signe positif qui pourrait participer à la mise en place des mesures de confiance et d'apaisement sans lesquelles aucune sortie de crise ne peut être valablement envisagée. Donc ce sont des mesures de détente pour essayer de reprendre une vie normale et de nouer peut-être des contacts avec des vrais porte-paroles du Hirak. Je pense qu'il y aura d'autres mesures de libération d'autres détenus. Là, il a libéré les détenus les plus emblématiques comme le commandant Barta Bokar. Dévoilé jeudi soir, la composition du nouveau gouvernement est cependant loin de renouvellement de génération promis. Le nouveau gouvernement comprend 39 membres, dont un tiers ont occupé des fonctions dans la précédente équipe ou au cours des 20 ans de présidence d'Abdelaziz Bouteflika. Il y a une partie de l'opinion qui est un peu déçue par la composition du gouvernement qui ne traduit pas promesse de rupture avec l'ancien système. Mais c'est quand même un bon début. Le président n'oublie pas ses promesses, mais il reste beaucoup à faire pour désamorcer le mécontentement des militants du Hirak tous les vendredis. Le président Abdelmajid Tebboune s'était engagé à libérer ceux qui ont été emprisonnés injustement lors de la conférence de presse qui a suivi sa prestation de serment le 19 décembre 2019. Selon la télévision nationale, 76 détenus ont bénéficié de mesures de libération conditionnelle en attente de leur procès. Également dans l'actualité, en Libye, le maréchal Khalifa Haftar a appelé dans un discours télévisé ce vendredi 3 janvier tous les Libyens à prendre les armes contre une éventuelle intervention militaire turque en Libye. Intervention turque qui était en pourparlers depuis novembre 2019 et qui a été approuvée le 2 janvier 2020 par le Parlement turc pour soutenir le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj basé à Tripoli, la capitale Tripoli, dont le maréchal Khalifa Haftar cherche à s'emparer depuis le 4 avril 2019. La Tanzanie a vu son produit intérieur brut augmenter de 9,74% en un an, passant à 56,3 milliards de dollars durant l'exercice 2018-2019. Cette augmentation a été notamment portée par certains secteurs tels que l'agriculture ou encore les services, ce qui incite les autorités à maintenir le cap en misant sur les investissements. Philomène Tiné.
La forte croissance qu'a connue la Tanzanie ces dernières années s'est davantage consolidée en 2019. Son produit intérieur brut a augmenté à 56 milliards de dollars au cours de l'exercice 2018-2019, en hausse de 9,7%. À noter que les perspectives à moyen terme de la Banque africaine de développement pour le pays sont positives. Elles montrent une croissance de 6,6% en 2019 et en 2020, soutenue par d'importantes dépenses d'infrastructures. Effectivement, la Tanzanie a connu une forte croissance ces dernières années. Le premier facteur, c'est la diversification de son économie, avec des fortes exportations des ressources naturelles et la stabilité du secteur tertiaire. Aujourd'hui, le taux de pauvreté qui était estimé à 60% au début des années 2000 a fortement été réduit jusqu'à 26%. Le secteur des services, avec une part de 37%, a été le principal facteur de croissance du PIB de la Tanzanie. Également, les secteurs tels que la construction, l'agriculture, l'exploitation forestière et la pêche ont participé à porter cette croissance. En 2018, le pays a enregistré la plus forte croissance de la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous avez une stabilité politique qui reste encore fragile. Et vous avez également d'autres aspects liés à la structure de l'économie tanzanienne, qui est une économie qui est fortement agricole, sans notamment occulter les aléas climatiques, les questions liées à la sécheresse dans cette partie d'Afrique de l'Est. Ce sont des menaces qui pèsent également sur l'économie tanzanienne. Cependant, la BAD révèle que plusieurs facteurs de risque sont présents en Tanzanie. Le pays fait face à d'importants défis liés à la lenteur des progrès en matière de croissance inclusive. Sa forte croissance économique ne fait pas reculer la pauvreté et les inégalités de revenus. Au Maroc, les flux des investissements directs étrangers a connu un recul de 46,1% en un an pour atteindre près de 1,65 milliard d'euros en novembre 2019 contre 3 milliards d'euros à la même période l'année précédente. Ces données ont été données par l'Office d'échange. Les explications de Ange Lemegno. Les investissements directs étrangers ont connu une baisse de 46,1% au Maroc. Fin novembre 2019, le pays a totalisé près d'1,65 milliard d'euros d'IDE contre 3 milliards d'euros au cours de l'année 2018. Ce résultat s'explique notamment par une baisse des recettes des IDE de 30,9% et une hausse des dépenses de 12,9%. La baisse des investissements au Maroc est liée à un tassement, de la demande intérieure marocaine et plus généralement d'un climat d'incertitude au niveau mondial qui impacte négativement les investissements étrangers dans le monde. Et ça concerne pas le Maroc seulement, mais ça concerne tous les pays émergents, on va dire. Les investissements directs marocains à l'étranger ont par contre augmenté de 186 millions d'euros à 746 millions d'euros. Ils ont atteint 932 millions d'euros à fin novembre 2019, tandis que leurs cessions ont baissé de 15,5%. Il y a une dynamique d'investissement à l'étranger des entreprises marocaines, notamment en Afrique de l'Ouest, qui se poursuit et qui se renforce au cours des dernières années. Et donc, je pense qu'on assiste à la continuation de cette dynamique, d'autant que les perspectives de croissance dans les pays de l'UEMOA, notamment, restent bonnes. Selon des études, l'Afrique est devenue la première destination des investissements marocains à l'étranger, favorisée par une diplomatie valorisante. Les envois de fonds effectués par les Marocains résidant à l'étranger se sont stabilisés à fin novembre 2019 pour atteindre 5,57 milliards d'euros contre 5,59 milliards d'euros. En Angola, Isabel dos Santos, la fille de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, dément catégoriquement tout détournement de fonds. La justice angolaise soupçonne la milliardaire d'avoir détourné plus d'1 milliard de dollars d'argent public, raison pour laquelle le gel de ses comptes bancaires et de ses actifs ont été ordonnés par la justice angolaise en début de semaine. Rappelons que le procès de son frère, José Filomeno dos Santos, pour détournement de fonds s'est ouvert il y a quelques semaines. Il s'agit du premier procès visant un membre de la famille de l'ancien chef de l'État.
La Banque africaine de développement va appuyer le lancement du marché financier unifié d'Afrique centrale. Plus de 640 millions de francs CFA vont être investis par l'institution financière panafricaine. Pour la réalisation de ce projet, le but étant de répondre aux besoins d'accès aux ressources domestiques au sein de la sous-région. Plus de détails avec Philomène Tiné. Le marché financier unifié d'Afrique centrale, dont la dynamisation permettrait de mobiliser plus aisément les ressources nécessaires au développement de la région centrale africaine, sera financé à hauteur de 640 millions de francs CFA par la Banque africaine de développement. Ce financement de la banque vient appuyer les stratégies d'accès aux ressources domestiques dans leur processus de transformation structurelle et de diversification des économies de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. 640 millions mis en place par la Banque africaine de développement devient donc du pain béni pour cette place boursière unifiée. Ce d'autant plus qu'il n'y a pas de ressources dans les caisses. Ayant créé donc une nouvelle structure, elle arrive comme ça, il faut un capital de démarrage, il faut des fonds de lancement. Les besoins de financement de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale trouvent difficilement une réponse au niveau de la Banque des États de l'Afrique centrale, qui est contrainte par la limite de ses fonds propres. L'opérationnalisation du marché financier unifié serait la solution alternative au financement des économies et des entreprises pour la relance de la croissance par l'investissement. Sur le marché financier, vous avez le dépositaire central, vous avez ce qu'on appelle également la banque de règlement. Donc, si on n'a pas encore créé une banque de règlement, il est temps de le faire pour que tous les acteurs du marché financier soient mis en place, notamment le marché qui est donc la société de bourse, les prestataires de services d'investissement et d'autre part la banque de règlement qui n'existe pas encore. La sous-région Afrique centrale, dans la perspective de poursuivre la construction de son espace économique et monétaire commun, a fusionné les bourses de Libreville et de Douala. À ce titre, la société de la bourse sera installée à Douala, la capitale économique camerounaise, et le régulateur à Libreville au Gabon. Dans le reste de l'actualité, dernier rebondissement dans l'affaire Hissène Habré. Le Comité des Nations Unies contre la torture a récemment adressé une lettre à l'État sénégalais dans laquelle il s'oppose fermement à la libération de l'ancien président du Tchad, condamné en 2016 à la prison à vie pour crimes contre l'humanité. Le comité affirme que les personnes condamnées de crimes contre l'humanité ne peuvent pas faire l'objet de libération prématurée, alors que la question de la libération de l'ex-chef de l'État tchadien a été relancée par ses proches il y a maintenant quelques semaines. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.